est renouvelée aujourd'hui dans le cadre du plan relance. Donc le lab est porté par plusieurs institutions, à savoir donc le Conseil départemental de la Gironde, l'Adréal et le SGAR, donc pour le côté État en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un lab interinstitutionnel, comme son portage et sa gouvernance l'indiquent, et en même temps territorial, puisque même si situé en Gironde et à Bordeaux, l'intention est de pouvoir répondre à des sollicitations qui peuvent avoir lieu sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Ok, merci Véronique. Alors juste pour information, pour les personnes qui sont présentes, j'ai lancé l'enregistrement et elle sera disponible en replay à compter de demain pour une durée de 3 mois. Et maintenant qu'on a fait un petit panorama donc des 2 labs qui sont présents, est-ce que, peut-être de façon dynamique, sans véritablement laisser la parole à l'une ou à l'autre, vous pouvez nous expliquer le contexte des émergences des labs et par exemple le rôle de la DITP à l'intérieur, la direction interministérielle de la transformation publique? Je veux bien dire quelques mots, puis Véronica complétera. Alors, les premiers labs, l'émergence des premiers labs, c'est fin 2015, début 2016. Un des labs, j'allais dire emblématique, hein, qui est connu, reconnu, qui fait partie du réseau des labs, puisque les labs font partie d'un réseau, un réseau piloté par la direction interministérielle de la transformation publique, la DITP. Et puis, il y a quelquefois d'autres réseaux, des réseaux parallèles, mais qui se complètent, qui sont, par exemple, un réseau qui est porté par le ministère de l'Intérieur, qui rassemble les réseaux, par exemple, des préfectures de région. Une volonté forte de transformer l'action publique, d'aller vers ce qu'on appelle les usagers externes et usagers internes. Et donc, ces premiers labs se sont créés. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour la préfecture de région Centre-Val de Loire, nous, on est dans ce qu'on appelle la deuxième vague. Voilà, la deuxième vague de création de labs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'appuie sur ce réseau qui est large, qui est disséminé sur l'ensemble des territoires. Et on apprend aussi, on capitalise, on apprend de ce qu'ils ont fait. Il y a une idée de capitaliser aussi les outils, les méthodes. En fin de compte, il y a du mentorat entre labs. Oui, effectivement, pour compléter par rapport à ce que vient de dire Valérie Durand, donc la DITP a vraiment un rôle à la fois d'impulsion et un rôle également donc d'animation de communauté et d'accompagnement. Par exemple, voilà, à la base est un des laboratoires qui a émergé au même titre que 12 autres. Il y en avait 13, donc sur la période donc de financement par le plan d'investissement d'avenir en 2015-2016. Donc 13 labs qui ont émergé. La vie des labs est variable en fait d'un lab à l'autre. Certains sont toujours en activité, d'autres peuvent être un peu en sommeil, et puis il y a de nouveaux labs qui se créent, et donc il y a une deuxième vague de labs, voire une troisième en émergence, puisqu'au jour d'aujourd'hui, la DITP est aussi dans un accompagnement à l'émergence de labs, comme c'est le cas par exemple en Guadeloupe actuellement, où il y a un lab qui effectivement est en train de se préfigurer, enfin définir effectivement son cadre d'intervention et ses modalités d'intervention. Et comme le disait Valérie Durand, il y a effectivement toute une dynamique via cette communauté de labs, d'échanges qui se passent sur des temps animés par la DITP, comme des temps beaucoup plus informels, où ce sont les personnes qui sont agissantes au sein de ces labs qui demandent et sollicitent des informations, du partage d'informations, de l'échange d'expériences par rapport à des expériences menées sur les territoires où interviennent les laboratoires. Merci beaucoup. Dans ce contexte d'émergence donc des labs et dans le cadre de la DITP,
il y a un document que j'ai découvert quand je suis arrivé sur ce poste-là. C'est le manifeste de l'innovation publique. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Véronica, tu veux Oui, prendre un petit peu la main? oui, Et très bien. je compléterai. Voilà, on va faire à double voix. Bien sûr. Donc, le manifeste de l'innovation publique. Alors, c'est un document qui date de 2017, donc cette période d'émergence des laboratoires. C'est un peu un document de cadrage, en fait, qui présente justement les motivations, les intentions de la mobilisation de nouvelles manières de faire dans le fait de pouvoir penser l'action publique d'une autre manière et prendre en considération un certain nombre d'éléments. Donc il y a des principes que ce manifeste de l'innovation publique a définis. Certains d'entre eux, par exemple, concernent le fait de placer l'usager au centre, de partir de l'expérience d'usage, de pouvoir décloisonner les pratiques pour sortir justement d'une approche par silo telle que nous la connaissons tous très bien dans nos différentes organisations, et d'aller également vers de la coproduction, et donc par le partage d'expertises différentes, de réunir ces expertises de manière à, sur un sujet donné, pouvoir croiser des regards, croiser des expertises et apporter de la transversalité. Et cela, bien sûr, dans une logique d'expérimentation, puisqu'on parle d'innovation, c'est-à-dire qu'il s'agit d'envisager de faire autrement, de faire différemment, voire de chercher des solutions nouvelles à des sujets pour lesquels les solutions actuelles ne sont pas satisfaisantes. Et pour cela, il est question de droit à expérimenter et donc de droit à l'erreur également. Je ne sais pas si tu veux compléter, Valérie. Oui, oui. Ce que je trouve intéressant avec ce document cadre, hein, comme tu le disais, Véronica, qui nous permet d'avoir, en tant que laboratoire d'innovation publique, il y a d'autres documents, hein, d'autres ressources, mais c'est vrai que ça nous permet, nous-mêmes, en tant que responsables de lab, ou au sein des équipes des labs et auprès de nos partenaires, qu'on va appeler des sponsors quand ce sont des commanditaires, ou notre hiérarchie, de leur rappeler l'essence même de pourquoi il est important qu'il y ait des laboratoires d'innovation publique. Quelle va être notre mission? Quels vont être les chantiers qu'on va pouvoir mener? Et comment ça nous interroge en tant qu'agents, ça interroge la chaîne hiérarchique, ça permet de casser les silos, et ça interroge le rapport qu'on peut avoir aussi aux usagers. Et que se dire la parole de tout un chacun est importante et on va co-construire. Et moi, en tant que responsable du label, au départ, j'aurais pu me dire, ben oui, l'intention est intéressante, mais dans la réalité, moi, je constate avec les ateliers donc qu'on a mis en place au label, qui sont des fabriques, on les appelle des fabriques, voilà, parce qu'on fabrique, on se met autour de la table, on met des personnes autour de la table pour fabriquer des projets, eh bien, on se rend compte qu'on a le droit, comme le disait Véronica, on a le droit à l'erreur, on va tester, on va prototyper, et à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, on pourra revenir en arrière. Ça, c'est très intéressant, alors que on n'était pas forcément dans cette démarche avant la mise en place des labs. Moi, je pense qu'il y a un mot quand même très important que tu viens de dire, c'est le droit à l'erreur, c'est la mise en place de nouvelles démarches. Et justement, par rapport à votre expérience, de quelle manière les labs modifient la manière dont fonctionne la fonction publique, comment elle va interagir avec? Est-ce que ça change la manière de travailler? Et d'une manière plus générale, qu'est-ce que ça pourrait changer dans nos pratiques de travail? Alors, je vais donner quelques éléments qui permettent d'illustrer en fait comment du coup le laboratoire travaille pour aller dans ce sens effectivement de changement des pratiques et d'apport de nouvelles manières de faire au sein de l'action publique. À la base, voilà, nous avons pour habitude de parler de la base en le définissant comme tout d'abord un espace, un lieu
C'est-à-dire que au sein donc d'un des partenaires de la base, qui est le conseil départemental de la Gironde, il y a un espace dédié ouvert, donc appelé tiers espace, c'est-à-dire qu'il est ouvert sous réservation et pas uniquement au public cible de la base, c'est-à-dire les agents principalement, ou les services des institutions qui sont partenaires du laboratoire, mais de manière beaucoup plus large, effectivement, à la société civile organisée qui peut éventuellement, dans la mesure où la salle est disponible, pouvoir utiliser le lieu. Et donc, ça illustre que un premier élément du fait de parler de l'espace, c'est la question de une meilleure interconnaissance et d'avoir finalement un espace qui permet la rencontre de publics différents. Au-delà de l'espace, le laboratoire, c'est aussi une animation. Donc, il est question, donc nous parlions d'expérimenter tout à l'heure dans les exemples, notamment que m'a indiqué Valérie. Donc, à la base, en fait, il y a deux modalités d'animation de ce lieu. En fait, d'une part, il s'agit donc sur des axes thématiques qui ont été définis par les partenaires de la base, de pouvoir accompagner ce que nous appelons des chantiers de transformation. Tout à l'heure, je pourrais peut-être illustrer, notamment par rapport à un exemple très très précis. Voilà, qu'est-ce que c'est que d'accompagner un chantier de transformation? Donc Valérie parlait de sponsors, c'est-à-dire que par exemple, au niveau de la base, nous on intervient lorsque 2, 3 services différents, voire 4 services des institutions partenaires se retrouvent autour d'un sujet partagé, d'une préoccupation commune ou d'un enjeu qui, sous différentes modalités, se présente à eux. Et il est question de pouvoir réunir donc un certain nombre de ce que nous appelons des parties prenantes ou des parties concernées, c'est-à-dire des agents venant de différents services, voire des acteurs qui ont une certaine expertise sur le sujet, de les réunir autour de modalités de travail collaboratives. Parce que un des objectifs, c'est de justement arriver à créer des dynamiques de coopération, voire des dynamiques de coopération ouvertes, lorsque, sur des sujets donnés, on parlait tout à l'heure de principes, et notamment du principe de la primauté de l'usager. Lorsque l'usager est par exemple le citoyen, effectivement, cette coopération peut être une coopération plus ouverte, et qui ne se limite donc pas uniquement aux agents concernés par le sujet qui va être travaillé. Donc ça, c'est une première modalité, donc d'accompagnement avec des chantiers de transformation. La deuxième, étant plus ponctuelle, ça va être par exemple de pouvoir proposer un atelier très court avec des accompagnements qui peuvent être de 3 heures et d'aller jusqu'à 3 jours avec une modalité également collaborative qui permet justement la transversalité et le décloisonnement. Et le dernier point, et je m'arrête là, c'est aussi des ressources. Donc, à la base, donc tous ces ateliers font l'objet, comme le disait également Valérie, de capitalisation, puisqu'il s'agit de pouvoir aussi mettre en partage ce que fait le lab pour d'autres, et donc de faciliter une montée en capacité. Donc tous les ateliers font l'objet en fait d'une capitalisation, de fait de retrouver un certain nombre d'outils qui ont été mobilisés, et il y a une ressourcerie qui a été créée sur l'espace internet de la base, qui est un wiki aujourd'hui, et cette ressourcerie permet en fait à tout un chacun d'aller retrouver des modalités qui ont été mises en œuvre dans le cadre d'accompagnement de la base. Donc je m'arrête là pour ce qui concerne la base. Merci Véronica. Et toi Valérie? Alors, mais en fin de compte, pour l'instant, nous, le label, on est un lab hors les murs. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lieu. On l'aura en janvier, enfin premier trimestre 2024. Donc, on a organisé la mission modernisation, on a organisé le lab, on a créé, on lui a donné une identité visuelle. On a aussi, on s'est fait connaître
pour se dire venez nous voir, on est une ressource, on peut vous apporter des méthodes d'intervention, des ateliers donc autour de la co-construction, de la facilitation. On pourra parler tout à l'heure aussi des outils de facilitation graphique, comment on peut à un moment donné dans un atelier amener différentes personnes qui vont avoir et pour de la facilitation et faire sortir, et ce qu'on appelle le design thinking, aller faire émerger des idées, tirer la pelote, faire parler les personnes, faire rebondir, aller chercher les idées, et puis voilà, avoir des temps pour comment dire, briser la glace aussi. Il y a tout un processus, un déroulé quand on anime les fabriques. Donc on est hors les murs, mais ce que je trouve intéressant en étant hors les murs, c'est qu'on est aussi agile. Parce qu'on nous demande, ça fait partie du vocabulaire porté par les labs, le fait d'être agile, le fait d'être, de pouvoir aller travailler sur une thématique, sur une problématique, et de se saisir quelques semaines après, quelques mois après, d'une autre problématique en fonction des besoins des commanditaires, de ce que j'appelais tout à l'heure, c'est les sponsors, puisqu'on a besoin qu'on vienne nous voir. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous disais, il faut se faire connaître, il faut faire savoir qu'on existe, qu'on peut aller sur un territoire ou un autre. Pour Centre Val de Loire, donc on agit sur le périmètre administration territoriale de l'État, périmètre ATE, en Centre Val de Loire. Donc nous, notre idée, c'est de pouvoir agir pour la préfecture du Loiret, mais aussi la préfecture du Cher ou la DDT d'Eure-et-Loire. Vous voyez, de proposer une prestation, une offre de service très large, quel que soit le territoire, quelle que soit la thématique. Ça, c'est important. Et en sachant que sur les thématiques et les problématiques sur lesquelles on va pouvoir aller, levier d'action, ça peut être sur le management, ça peut être sur l'organisation d'un service, l'organisation, le lien à l'usager, comment à un moment donné, dans un parcours usager, il y a des blocages, il y a ce qu'on appelle des irritants. Donc, mettre autour de la table sur un temps. Véronica parlait, ça peut être des temps assez courts d'une après-midi, ça peut être un peu plus long. C'est en fonction de ce qu'on veut faire émerger et trouver des solutions, parce que l'idée, c'est d'avoir des solutions concrètes, des réponses concrètes à la problématique soulevée. Donc l'organisation, ça peut être aussi sur l'accueil des usagers dans un lieu public, pourquoi pas. Les services publics éco-responsables, là c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, on en parle de plus en plus. Et puis tout à l'heure, c'est ce qu'on pourra bien sûr Jérôme évoquer, c'est comment on va proposer aussi un temps de co-construction pour attirer. Enfin, c'est ce qu'on a fait en Centre Val de Loire avec les collègues de la PFRH qui étaient sponsors de l'action. Comment attirer les nouveaux talents, ou comment recruter ou déterminer, aller les chercher, recruter des nouveaux talents. C'est quoi un talent? Voilà. Donc, on a organisé une fabrique en septembre dernier autour de cette question. Comment aller chercher de futurs collègues pour enrichir nos Je vais te demander pour le coup, et après je pose la même question à Véronica, comment est-ce qu'on fait pour vous saisir d'une manière concrète en fait? Parce que là on a décrit donc deux labs avec un portage quand même un peu différent. On a un premier, le lab L, qui est rattaché à la PFRH. On en a un deuxième, la base, qui a une construction très hybride en fait, rattaché au conseil départemental, mais travaillant avec des subventions du SGAR et des subventions de Réal. Donc c'est quand même, là aussi, on est quand même sur deux plateformes, deux sites, deux entités presque radicalement différentes, mais pourtant qui portent la même philosophie. Et donc, comment est-ce qu'on vous saisit? Alors, le label est rattaché à la mission modernisation et innovation au sein du SGAR. Fonctionne parce que tout à l'heure on parlait, Véronica parlait des crédits, les premiers crédits qui ont permis de lancer l'impulsion du lab. Nous, ce sont des crédits relance qu'on a eu via la DITP et qui ont permis de donner une première impulsion. Alors, comment on nous saisit? Concrètement, c'est pour ça que je vous disais, il faut faire du bruit dans le landerneau, il faut aller vers, il faut montrer, il faut parler de ce qu'on peut apporter justement et prouver
qu'on peut apporter quelque chose. J'allais dire, on est dans la démarche, on teste, on approuve et on montre. Parce que si je viens avec un magnifique kakémono, un flyer en disant le lab peut faire ci, le lab peut faire ça, on va me dire ok, mais montrez-nous concrètement. Donc, on va le voir tout à l'heure un petit peu aussi. Voilà, on va le voir tout à l'heure. Donc concrètement, là c'est un service au sein d'une administration ou des supérieurs hiérarchiques, des top managers qui se disent il y a un problème. Il faut absolument qu'on puisse se pencher sur ce problème. On identifie ce problème. On nous contacte par mail, on nous contacte par téléphone, et nous, on organise des temps déjà pour bien définir ce qu'est la problématique de ce sponsor. Et à partir de là, on va prendre le temps pour bien cerner les besoins et savoir quel public on va mettre, quels usagers on va mettre autour de la table sur ces temps de co-construction, d'idéation. Voilà, il faut bien prendre le temps pour justement organiser ces temps de fabrique, parce que si on veut aller chercher des solutions potentielles à l'irritant ou aux irritants, eh bien, il faut prendre le temps, se poser pour co-construire ce temps de co-construction. Donc, si je comprends bien, en fait, la personne vient quand même déjà avec une problématique, mais vous allez aussi l'accompagner, pas véritablement à la reformuler, mais en tout cas peut-être la développer, l'approfondir et la faire vivre dans un espace qui n'est pas forcément celui imaginé initialement. En fait, c'est un processus que vous allez accompagner avant même de pouvoir aborder techniquement la solution. C'est exactement ça, c'est-à-dire on nous contacte, on vient avec une problématique, on va aider à bien poser les choses, savoir ce qu'on veut porter, quelles questions on va poser aux usagers, et on formalise, parce qu'il est important que les sponsors sachent ce que fait le label et ce que ne fait pas le label. Parce que nous, on va accompagner sur les temps de facilitation, on va accompagner sur la logistique, mais le label, n'aura pas les solutions. C'est-à-dire que nous, on ne vient pas autour d'une problématique et en se disant on organise une fabrique et on vous apporte les solutions, on répond à vos questions. Non. Les positionnement, excuse-moi, on est en positionnement plus de méthodologie que réellement d'un expert d'une question un peu académique en fait. C'est exactement ça. Et on va proposer une fabrique avec un déroulé, avec des outils d'animation. Et bien sûr, tout sera validé avec le sponsor en fonction de ses besoins. Véronica, pour la saisie de la base, est-ce qu'on obéit, est-ce que ça, pour le coup, la particularité à la fois de la co-construction de l'entité base fait que la saisie de la base est un peu différente et surtout de quelle manière, un peu dans la continuité de ce qu'expliquait Valérie, vous co-construisez ou vous élaborez les premières phases de travail avec la personne qui vous a saisi? Oui, bien sûr. Alors, peut-être un tout premier point avant de rentrer dans le détail. Donc, effectivement, entre le label et la base, il y a une différence de gouvernance de ces deux laboratoires qui, caractérise aussi un peu la manière de travailler avec le laboratoire. Et juste pour dire que, ce sont des labs qui sont à dimension territoriale, du fait effectivement pour l'un se retrouver au sein du SGAR de la mission et porter donc il se retrouve rattaché en fait à la mission modernisation, et la base par sa dimension interinstitutionnelle également. Et il existe également des labs qui sont purement ministériels et qui répondent uniquement à des besoins internes, par exemple. Donc juste pour donner cet élément, pour marquer que il y a une grande diversité et donc les saisines sont effectivement différentes. À la base, donc cette gouvernance tripartite fait que nous avons en fait ce que nous appelons le comité technique, qui est une instance où sont représentés, où il y a des représentants des trois institutions qui portent le laboratoire. Et ce comité technique est une instance très opérationnelle qui va étudier effectivement des demandes qui peuvent entrer, qui va
va être sur les questions de communication du laboratoire, qui va être sur le programme d'activité que je n'ai pas encore mentionné du laboratoire et qui vise à acculturer également et à apporter donc de la découverte et de la connaissance sur les outils, les techniques, les process et donc toute cette ingénierie collaborative dont parlerait Valérie, qui est mise au service d'enjeux, de questions que peuvent porter donc des services internes, soit côté ATE, soit côté territorial, pour ce qui concerne la base. Et donc, pour la saisine, il y a vu qu'il y a deux modalités d'intervention différentes, je dirais qu'il y a deux types de saisine, et toujours adressé au COTEC via un formulaire de saisine qui est disponible sur le wiki de la base, par exemple, ou via mail, ou via un appel téléphonique. Effectivement, les modalités peuvent être variées. Une des modalités, quand je parlais tout à l'heure de accompagnement très court, c'est que la base a un programme d'activité. Et dans le cadre de ce programme d'activité, des temps d'ateliers courts peuvent être proposés. Par exemple, si un service est dans le cadre d'un projet qui est mené se trouve confronté à un requestionnement de ce projet, il est possible de pouvoir mettre ce requestionnement au laboratoire, de identifier, donc comme le disait Valérie, les bonnes personnes à réunir pour un peu comme quand on parle de co-développement pour le travail de repositionnement professionnel d'un agent. Donc dans la même logique que le co-développement, venir en fait re-questionner le projet et voir s'il y a de nouvelles idées qui émergent. Et la personne qui vient avec sa question repart avec les idées et à elle de utiliser ses apports. Ça, c'est une modalité courte, de 3 heures sous la forme d'un atelier très court. Et après, nous avons des chantiers de transformation. Et eux, ils s'inscrivent dans le cadre d'axes thématiques qui ont été également définis par les institutions porteuses du laboratoire. Et ces chantiers de transformation, pour donner un exemple, par exemple aujourd'hui, nous avons la question des modalités de travail qui évoluent, le télétravail qui se développe et des espaces qu'il est question dont il est question de revoir les usages. Et aujourd'hui, au sein du conseil départemental, au sein de deux services de l'administration de l'État sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, le sujet se pose. Il se pose certes pas de la même manière pour chacun d'entre eux, et ils ont chacun leur temporalité de projet propre. Néanmoins, à la base, ce que nous leur apportons, c'est de les réunir et pour nous, ce sont nos sponsors, c'est-à-dire les commanditaires qui ont un besoin. Et comme le disait Valérie, nous allons les réunir, travailler avec eux à comprendre où se trouve le besoin, quels sont les enjeux qu'ils partagent, qu'ils ont en commun, même si la mise en œuvre ensuite des modalités d'évolution de l'usage des espaces, ce seront eux qui les mettront en œuvre avec leur propre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Mais en amont de ça, il est question de comprendre les besoins des agents, de pouvoir aussi imaginer des usages nouveaux qui répondent effectivement à ces besoins, en allant questionner un petit peu quels sont les enjeux qui sont présents aujourd'hui. Par exemple, lorsque Valérie mentionnait la question de l'éco-responsabilité dans les services publics, dans le cadre de l'usage des espaces, peut tout à fait se poser la question de l'éco-responsabilité et donc la question de l'usage du numérique. Comment est-ce que le numérique peut être intégré et de quel numérique parle-t-on et comment effectivement cette question de l'impact du numérique peut aussi être questionné, revisité au regard de cette question de l'usage des espaces. Donc il peut y avoir différents temps, un temps de précision du sujet, et après, une fois que les parties concernées, c'est-à-dire qui va être réuni autour de la table pour pouvoir, une fois que les questions auront été définies avec le sponsor, il est question d'aller travailler ces éléments-là. On va réunir des personnes et on va aller explorer le sujet, on va aller chercher de nouvelles inspirations.
Et il va être question de chercher de nouvelles idées et de prioriser ces idées pour qu'il puisse y avoir effectivement, pour certaines d'entre elles, peut-être du prototypage, de manière après à ce que chacune des structures qui portent cette question, donc de l'usage des s'en saisir et puissent le réintégrer dans leur propre cahier des charges pour leur maîtrise d'œuvre et leur maîtrise d'ouvrage. Alors voilà, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diffusé sur l'espace partagé de cette visio un élément que tu avais préparé, Véronica, sur l'usage des espaces, et donc qui illustre un petit peu ce que tu expliquais avec ta méthodologie. Et est-ce que la méthodologie qu'on peut voir là, à savoir qui passe par plusieurs étapes de cadrage, d'exploration, d'inspiration, d'idéation, de challenge, prototypage et post-démarche, elles sont tout le temps utilisées en fin de compte par les labs, ou ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres? Alors effectivement, le schéma qui est à l'écran est un schéma un peu générique qui présente voilà, différents temps de travail collaboratifs qui peuvent être proposés dans le cadre de l'ingénierie mobilisée par le laboratoire. Mais ça permet de séquencer quand même dans le temps. Et ça s'inscrit effectivement dans une temporalité qui est, là pour le coup, ce ne sont pas 3 heures, mais c'est une temporalité un petit peu plus longue, effectivement. Quand voilà, Valérie mentionnait tout à l'heure la question de idéation, intelligence collective, design, on parle de design thinking par exemple. Donc ce sont effectivement des modalités qui sont mobilisées dans ces différentes étapes. On peut avoir des outils différents qui peuvent être mis au service d'une phase d'idéation, par exemple, ou mis au service d'une phase de prototypage. Donc, ce sont des phases qui permettent justement cette question de l'expérimentation et du droit à l'erreur. Parce que la logique qu'il y a derrière, c'est une logique en 2 temps, toujours. Un temps d'ouverture et un temps de, non pas de fermeture, mais de sélection, de priorisation, qui permet dans le temps, voilà, d'ouverture, de comment dire, de sortir en fait un petit peu des chemins battus. Quand il est question de parler d'agilité, par exemple, c'est au travers de l'ingénierie collaborative qui va être mise en œuvre, donc de l'animation, de la facilitation, c'est de permettre à tout un chacun de apporter le plus grand nombre d'idées, par exemple, dans une phase d'idéation. Toutes les idées, même les plus farfelues, étant bienvenues. Donc voilà, il y a un cadre qui est posé, qui est un cadre de sécurité, qui est un cadre qui permet à tout un chacun de s'exprimer, où la voix de chacun est valorisée. Donc là, il est question quand on parle de transversalité, par exemple, il est aussi question donc d'être en dehors de son champ d'expertise ou en dehors de son positionnement hiérarchique, puisque c'est vraiment l'expertise d'usage qui va être importante dans le fait de participer à ce temps d'idéation, par exemple. Et ensuite, un temps de recentrage qui va permettre de sélectionner, de trier, de prioriser et de se dire, par exemple, parmi toutes ces idées que nous avons eues pendant ce temps d'idéation, lesquelles, par exemple, 3 idées qui nous paraissent les plus enthousiasmantes, les plus pertinentes pour répondre à l'enjeu et puis les plus faisables dans un temps plus ou moins court, par exemple. Et du coup, c'est sur ces idées-là qu'il va être question ensuite de repasser sur un autre temps de travail, voilà, qui pourra être de challenger ces idées-là, voire de prototyper 1 ou 2 de ces idées-là, par exemple. Est-ce que, pour le coup, merci Véronica, hein, Valérie, est-ce que tu peux nous faire un peu comme ce qu'on vient de faire là sur ce document, une présentation, pour le coup, d'un autre outil qui est utilisé dans les labs et que tu nous avais fourni avec en fait la facilitation graphique. Oui, peut-être avant, ce qui serait intéressant par rapport à ce qu'a présenté Véronica, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ok, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait tout ce cheminement, vous avez bien cadré, vous avez trouvé il y a des super idées sur 20 idées qui sont géniales, voilà, puisqu'on demande aux gens à un moment donné de diverger, donc faire sortir les idées. Quelquefois, comme le disait Véronica, les plus farfelus, on dit aux gens, ne vous interdisez pas.
je pense qu'il y a des innovations, des créations, et s'il n'y avait pas eu des inventeurs ou des inventrices à un moment donné qui ont des super idées, on n'aurait peut-être pas des outils qu'on utilise au quotidien, enfin qui sont jaunes, carrés, qu'on peut repositionner. Je vous donnerai pas la marque. Bref, donc concrètement, c'est parti aussi d'idées qu'on pourrait imaginer complètement farfelues. Donc il y a ce cycle. Mais après le prototypage, il faut tester. C'est important parce que prototyper, on se dit ok, on fait un prototype et qu'est-ce qu'on en fait? Ce prototype, on va le tester, ou ces prototypes, on va les tester. On va les tester, on va les approuver. C'est-à-dire qu'on va faire tester aux usagers, qu'ils soient toujours là aussi internes ou externes. On va leur dire, bah voilà, à partir de vos idées, on a co-construit avec vous. Maintenant, on va l'utiliser. Ça peut être de façon pratico-pratique. Je sais pas, pour faire une démarche de quelquefois on remplit 4, 5 imprimés, ou dans des services, dans différents services, il y a des imprimés qui vont superposer. À un moment donné, cassons les silos, mettons-nous autour de la table. Comment on peut créer un outil à partir de ces outils-là, ou peut-être inventer complètement autre chose? Comment on peut faciliter et simplifier? Parce que je pense que concrètement, l'objectif, c'est ça. C'est simplifier, c'est transformer. Transformer pour que, à un moment donné, on arrête de faire des tâches répétitives et qu'on soit dans notre quotidien. Ça, c'est peut-être beau comme parole, mais c'est vrai. Un lab peut apporter cela. C'est comment on va sortir des habitudes. Voilà, comment on va s'interroger, comment on va se dire, ben, on peut peut-être faire autrement. Faisons autrement et arrêtons peut-être de faire le quotidien, parce qu'on entend souvent ça. Moi, ça fait longtemps que je suis dans la fonction publique, c'est bah oui, mais on ne peut pas faire autrement, on a toujours fait comme ça. Ok, mais posons-nous la question, on peut peut-être faire autrement. Voilà, donc ça, on va faire ce cheminement, on saisit le lab, on cadre, on exploite, on se met autour de la table, les idées folles, et puis on va créer quelque chose. Mais on va le créer ensemble, c'est pas le lab tout seul qui va le créer, on va créer ensemble. Voilà, donc oui, un des outils dont j'avais envie de parler, parce que moi j'ai été bluffée en fin de compte en faisant appel à une facilitatrice graphique. C'est-à-dire que je vous ai pas dit, mais au label, donc on est 3. J'ai une collègue, Soline, qui est chargée de projet, qui est comme moi facilitatrice. Donc facilitatrice, c'est on va faciliter, hein, on va aider les personnes, accompagner les personnes à faire ressortir les idées. Tout à l'heure je disais, on tire le fil de la bobine, on va le re-questionner pour que les personnes puissent à un moment donné dire, ben voilà, c'est ça mon idée, ou c'est ça mes idées. Et puis il y a une troisième personne au sein de l'équipe, Thomas, qui est apprenti pour 1 an. Voilà, Master 2. Donc, petite équipe, mais resserrée, et l'énergie que j'espère, je vous passe à travers l'écran. Mes collègues, voilà, les membres de l'équipe, on a tous cette énergie. Donc, la facilitation graphique, effectivement, on a souhaité, sur une fabrique bien particulière, dont le sponsor était la PFRH Centre Val de Loire. Les collègues sont venus nous voir en disant, voilà, nous, en Centre Val de Loire, il y a un défaut d'attractivité. On n'est pas forcément la région qui attire le plus. Même Orléans, il y a des gros pôles. Hein. Orléans, Tours, malgré tout, on peine à recruter. Et dans la fonction publique en général, les 3 fonctions publiques en général. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait dire qu'au sein de la fonction publique, il y a des métiers formidables, qu'il y a une diversité des métiers qui est complètement folle et qui s'est accélérée il y a de nombreuses années, qu'on peut faire des parcours avec de la mobilité fonctionnelle géographique? Comment on explique tout ça? Comment on valorise la fonction publique et les métiers de la fonction publique et les agents de la fonction publique? Donc à partir de là, lors d'une fabrique, on a mis autour de la table 18 jeunes, 18 recruteurs, donc il a fallu aller chercher les jeunes, aller vers, pour dire, voilà, on organise une fabrique, on a besoin de vous. Parce que se réunir entre nous avec des recruteurs, ça aurait été bien, hein, mais on n'aurait peut-être pas ressorti toutes les idées, toutes les perspectives et tout ce qui va se produire et se concrétiser après cette première fabrique. Et pour que ce soit parlant, parce qu'il faut captiver, les paroles c'est bien, mais il faut captiver aussi, et pourquoi pas
par le visuel. Et donc, on a fait venir Sophie, qui est une facilitatrice graphique. Lors de la préparation de la fabrique, on a travaillé avec elle, là aussi pour lui expliquer le besoin. Et lors de la fabrique, en séance, en direct, et c'est en cela que c'était bluffant, c'est qu'elle a mis en dessin, mis en picto ce qui se passait lors de la fabrique. C'est-à-dire qu'on a travaillé en plénière, après on a séparé, on a fait des sous-groupes, et lors des sous-groupes, elle est allée capter les échanges, les idées pour, par exemple, c'est quoi un talent? C'est quoi un talent? Moi, je peux avoir, effectivement, vous voyez, cuisine, pédagogie. Ben oui, mais il y a des personnes qui ont des talents, qui sont super dynamiques, qui sont super curieux, qui ont le goût du challenge, qui ont de l'imagination, qui sont adaptables. Et pourquoi il était important de parler de ces talents? Pourquoi il faut parler des pépites? Parce que très clairement, ces visuels-là, qu'on appelle un reportage graphique, nous permet d'avoir face à nous, face aux yeux, face à notre imaginaire, et pour que ça rentre dans notre cerveau. Et c'est aussi un outil de management de se dire, mais bien sûr, quand on a un nuage de mots, c'est bien plus facile à lire et à exploiter quand on l'a sous cette version-là que si on avait un compte-rendu de réunion. Vous voyez, on passe dans une autre dimension. Pour animer, pour manager aussi. Pour manager, et pourquoi pas, c'est un outil de communication qui va pouvoir être valorisé lors de salons, ou quand on va aller à la fac, quand les collègues de la PFRH vont aller à la fac ou à l'IUT pour valoriser les métiers de la fonction publique, ce sera beaucoup plus parlant de présenter ça que tous les discours. Enfin voilà, on le sait bien. Toutes les images, recto verso. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, voilà, autre outil, autre besoin, on n'est pas du tout sur la même utilisation, mais et bien évidemment, cet outil-là, au regard de son aspect plus synthétique, ne porte pas forcément le même message et n'a pas la même vocation. Mais effectivement, ce sont ce genre aussi de réalisations qui peuvent être faites par les labs. Véronica, est-ce que je peux te mettre il me semble réalisé par la base sur l'ATE? Oui, d'autant plus que c'est une collaboration avec la PFRH que tu représentes, Jérôme, aujourd'hui, puisque dans la préfecture des Deux-Sèvres organisait au mois de septembre dernier une journée pour les cadres, donc de l'ATE du département, autour notamment d'une question qui est de comment donner envie de rejoindre la fonction publique d'État. Donc c'est effectivement cette question de l'attractivité de l'emploi public qui était au cœur de cette journée, et donc de réunir l'ensemble des cas de l'ATE du département. La volonté était de partager un constat, de pouvoir réunir autour de différents sujets les cadres de manière à pouvoir leur proposer d'être contributeurs à une réflexion menée par la préfecture de manière à engager ensuite des chantiers. Donc la PFRH avec la base, donc ont été sollicités par la préfecture des Deux-Sèvres. Donc ça a fait l'objet effectivement d'une présentation au COTEC, comme indiqué tout à l'heure, sur comment est-ce qu'est saisi un lab. Et nous avons travaillé, en fait, la base et la PFRH à élaborer donc pour une partie de cette journée-là des ateliers collaboratif. Nous étions 3 facilitateurs et nous avions chaque facilitateur, nous avions 3 tables différentes autour de laquelle des agents étaient réunis avec des questions qui avaient été préparées en amont. Et il y avait également un facilitateur graphique. Donc voilà, les questions qui ont pu être abordées, c'était par exemple autour de comment mieux communiquer pour mieux travailler ensemble. Ça a été donc de quelles sont les valeurs et les actions à communiquer pour développer une image de marque, dans l'idée effectivement de travailler aussi sur la marque et la marque employeur, et comment également réfléchir à
quelles pratiques de recrutement nouvelles peuvent être considérées, mises en œuvre, mises en pratique pour faire évoluer aussi le recrutement. Et le rôle du coup du facilitateur graphique, qui était lui par contre tout seul sur le fait que voilà, nous étions sur des temps parallèles sur ces trois questions, sur ces trois sujets, sur ces trois thématiques. Ça a été de pouvoir saisir sur le temps de plénière, sur le temps des ateliers et sur le temps de conclusion de la journée, des éléments transversaux, des éléments génériques qui permettent de garder une trace de l'essence quelque part de ce qui a été partagé, de ce qui a été dit, de ce qu'il en ressort, de mots-clés, comme le disait Valérie tout à l'heure par rapport au nuage de mots, et qui permettent et qui sont ensuite voilà, font partie de ce qui se passe à l'issue d'un atelier, c'est-à-dire qu'il y a des productions, et ces productions appelées livrables sont à la fois ces productions graphiques très synthétiques, comme toutes les productions issues des temps d'échange qui elles se font sous différentes façons. En fait, ça peut être des post-it donc qui présentent différentes idées et qui sont agencés d'une certaine manière selon un support qui va être proposé par la personne, enfin ou l'équipe qui réfléchit à l'ingénierie collaborative qui est mise en place, et qui peuvent faire aussi, ça peut aller jusqu'à préparer un document de livrable qui retrace de manière très synthétique l'ensemble de toutes ces contributions-là. Charge donc au sponsor ensuite de s'en saisir et d'en faire quelque chose d'autre. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose sur l'importance justement des livrables dont parlait Véronica. Alors il y a effectivement les reportages graphiques, mais quand ça produit quelque chose pour les usagers et qu'on voit le résultat, là en l'occurrence de reportages graphiques qui font partie de ce livrable, c'est aussi dire, les collègues peuvent se dire, ah oui, mais voilà ce qui a été produit, c'est concret, et s'il y a des évolutions, de la simplification, c'est de se dire, j'ai contribué, c'est-à-dire j'y étais. Vous savez, à des moments dans sa vie, on dit toujours, ah ben oui, je m'en souviens, tiens, j'y étais. J'ai participé, j'ai contribué. Et c'est en cela que c'est valorisant. C'est en cela que les labs vont chercher aussi. C'est pas que l'intelligence, c'est pas que ce que les gens ont dans le cerveau, c'est on va chercher les gens. Et quand je dis on va vers, c'est vrai que la DITP parle du dernier kilomètre ou du dernier mètre. Souvent, on l'utilise pour les citoyens, les citoyennes, mais voilà, les collègues, ce sont des citoyens, citoyennes aussi. Et donc, le aller vers, c'est aussi, ça peut être en interne. Donc, les livrables, très concrètement, on peut avoir donc du reportage graphique, mais on peut avoir aussi des plans d'action, puisque derrière, sur les quelques actions qui vont être retenues, ça peut faire l'objet de plans d'action. Je vois Gabriel, je peux répondre? Et puis, je laisserai Véronica répondre. Oui, je t'en prie. Voilà, pour quand il y a un livrable, quel suivi est organisé? Eh bien, concrètement, là, ce que Jérôme a projeté sur le reportage graphique, la fabrique avec les 18 jeunes, les 18 recruteurs, eh bien, là, on va de nouveau les réunir les mêmes recruteurs et les mêmes jeunes, autant que possible, mais on part sur le même groupe parce que là, à partir de tout ce qui a été produit, on veut les faire travailler sur la création d'un outil de com. C'est-à-dire que, vous voyez, label Fabrique 3, #Focus Talent. Ça, c'est notre gimmick, c'est ce qui va nous animer. Ce qui va les animer, le #Focus Talent, l'idée, c'est à partir de là, eh bien voilà, il faut qu'on crée, il faut que vous puissiez créer un outil qui va nous servir à aller chercher les jeunes, à aller chercher les nouveaux talents, à aller chercher ces personnes qu'on n'arrive pas à capter. Après, je pense que la question aussi est intéressante de la part de Gabriel Lesage, c'est-à-dire que, encore une fois, les labs, ce sont pas des prestataires extérieurs à qui ni une agence de com, à qui on va leur demander, voilà, j'ai cette problématique, je vous donne ton argent, maintenant je veux un résultat. Encore une fois, je pense qu'on est vraiment sur une méthode que vous apportez, mais que vous allez poursuivre jusqu'à la fin peut-être. C'est exactement ça. Si d'une fabrique sur une problématique
peut se réunir 1, 2, 3 fois pour aboutir à quelque chose. L'idée, c'est que ce soit pas du one shot. Voilà. Alors, une fabrique peut faire que ça n'aboutisse pas vraiment, mais l'idée, c'est de ne pas lâcher. L'idée, c'est se dire, il y a une problématique, il y a un sponsor, il y a un commanditaire, eh bien, ils attendent quelque chose. Et ils attendent de nous la méthodologie, comme effectivement tu l'as dit, Jérôme, mais qui est quelque chose qui en ressort. Et notamment, puisque ça, on n'en a pas parlé, les labs aussi sont là pour impulser et, faire que l'innovation publique ne soit pas un concept. Et que tout un chacun, les collègues, les managers, mais quels que soient les collègues, ils puissent s'emparer des méthodes de facilitation pour animer des réunions, par exemple. La facilitation graphique, on peut se former à la facilitation graphique. Moi, j'ai fait. Je vous engage à suivre une formation de facilitateur graphique. Vous ne deviendrez peut-être pas un professionnel comme ça en un claquement de doigts. Je ne le suis pas, je n'ai pas cette prétention. Mais ça permet aussi de se dire comment moi, dans mon quotidien, je vais innover. Quand j'anime une réunion, quand je fais un compte rendu, est-ce que je mets plutôt des pictos, des petits dessins, des sketch notes, plutôt que faire du texte. Voilà. Moi, je vois aussi un autre intérêt quand même à la présence des labs, c'est qu'en fait, le gouvernement, à travers les différents fonds qu'ils peuvent porter, demande de plus en plus aux labs d'intervenir. Est-ce que vous êtes aussi intégré à des réunions régulières avec la DGAFP ou avec la DITP, justement pour les réflexions qui sont menées sur les grands projets nationaux? Alors, et après, je laisserai la parole à Véronica parce que je mobilise la parole. Mais je vais vous donner un exemple concret. Je pense que vous avez entendu parler du Conseil national de la refondation, le CNR. En ce moment, il y a les temps de co-concertation CNR sur la biodiversité, le climat, le logement. Eh bien, le label a été mobilisé pour, sur les territoires, animer des fabriques avec les sous-préfectures, les préfectures, les DDT. On a là, sur le mois de mars, on va co-animer 5 fabriques sur 3 départements différents, sur des territoires complètement différents sur ces thématiques-là. Oui, donc on est saisi. L'idée, c'est la concertation France Travail aussi. C'est-à-dire qu'à l'échelon national, ils ont bien aussi compris la richesse et ce que peut impulser le levier des labs. Donc oui, on est associés. Oui, je confirme. Effectivement, la base est également associée à la démarche mentionnée par Valérie dans le cadre du Conseil national de la refondation et de l'impulsion faite par le ministère de la Transition écologique sur la question de la biodiversité, climat et logement. Et nous allons également sur le mois d'avril et le mois de mai, sur la Charente-Maritime, animer quatre temps différents sur 4 thématiques différentes, en réunissant l'ensemble des acteurs qui peuvent être mobilisés dans le cadre de ce cadre de mobilisation qu'est le Conseil national de la refondation, de manière à faire remonter aussi des idées d'action, des actions en cours et du coup l'ingénierie la base en fait ce qu'elle apporte c'est cette ingénierie sur ces temps-là où il y aura des temps très classiques et puis des temps autour de tables rondes, de tables d'échange très participatives. Pour tenter de trouver des réponses concrètes, parce que c'est ça l'objectif, c'est trouver des réponses concrètes. Peut-être un petit point par rapport aux personnes qui sont connectées, il y a aussi, et c'est important de l'avoir en tête, au mois de novembre, le mois de l'innovation publique. Et les labs, là, déploient une énergie, se mettent en ordre de marche. Ils le sont toute l'année, bien sûr, mais déploient une énergie pour associer, initier des événements, que ce soit en distanciel, en présentiel, autour de l'innovation publique, qui peut toucher, c'est ce qu'on disait tout à l'heure,
toutes les thématiques, puisque bon là c'est pas l'objet, mais il y a tout ce qui touche autour de la data, autour de la cybersécurité, autour des usages du numérique, comment à un moment donné on va changer nos habitudes autour du numérique pour penser sobriété, et en lien avec les sites SIC par exemple. Comment on se met en ordre de marche, voilà, concrètement. Merci beaucoup. Là, on arrive un peu à la fin de notre cycle d'une heure sur justement l'intelligence collective au service des RH. De quelle manière, en fait, les laboratoires d'innovation publique, qu'ils soient hybrides ou rattachés à l'État, peuvent être actionnés, peuvent être utilisés. De quelle manière on peut aussi, enfin, quels sont les rendus qu'ils peuvent faire préparer. Véronica, Valérie, est-ce que vous auriez peut-être un dernier élément à rajouter pour le public aujourd'hui? N'hésitez pas, encore une fois, s'il y a des questions qui se posent, vous pouvez encore les rajouter dans la discussion publique, on interviendra. Moi, je vais être très invitante, en fin de compte. Je vais être invitante. Allez voir les labs, allez les voir, allez parler avec les labs, avec les équipes, voir ce qu'ils peuvent proposer, ce qu'ils peuvent mettre en place, voir comment vous pouvez, parce qu'on a parlé des sponsors, mais des agents à un moment donné. Je parlais voilà, comment on devient intrapreneur, comment on change les habitudes. C'est tout un chacun peut amener ses idées. Donc, allez voir les labs, allez contacter les équipes des labs qui vous ouvriront les portes grandes ouvertes. À ce propos, j'ai mis quelques liens comme ça dans les discussions publiques, dont l'Atlas des labs, où vous pourrez retrouver tous ceux qui sont recensés en France. Oui, effectivement, donc cet Atlas des labs est très intéressant. Du coup, pour aller dans le sens de ce que dit Valérie, il vous permet de retrouver qui sont les labs qui sont répertoriés au jour d'aujourd'hui. L'Atlas n'est pas exhaustif parce que des labs se créent, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y en a des territoriaux, il y en a au sein des ministères, il y en a au sein des collectivités également. Et ils sont pas forcément toujours tous identifiés par la DITP. Donc, juste pour apporter un élément, nous avons parlé en tout début du manifeste de l'innovation publique. Il y a et de principes notamment qui sont autour justement de ce manifeste d'innovation publique et de comment et ce sur quoi les labs du coup interviennent et pourquoi ils interviennent. Et ben dans le cadre de l'Atlas des laboratoires, il y a une mise à jour qui a été faite justement sur ces principes-là, et voilà, qu'il est très intéressant effectivement d'aller voir pour vous donner une idée de voilà pourquoi les laboratoires, comment les laboratoires et pour qui, et avec cet élément notamment de diffusion, de partage, de retour d'expérience, d'acculturation également que les labs auxquels les labs peuvent contribuer. D'où effectivement l'intérêt de se rapprocher des labs, pas simplement pour les solliciter, mais aussi pour savoir qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, parce que il peut y avoir effectivement des éléments inspirants. Et ça peut contribuer également en fait à l'apport de changement et au fait de s'emparer des méthodes, comme disait aussi Valérie tout à l'heure. Merci beaucoup Véronica. Bon, je pense qu'on a fini. On a fait un peu le tour de différents exemples pratiques, la méthodologie employée, de quelle manière les labs sont constitués. D'une manière générale, il y en a sur tout le territoire, comme on vient de le dire. Donc voilà, je pense qu'à ce stade-là, il faut faire preuve de curiosité. Ah, une dernière question peut-être. Est-ce qu'on aura des connaissances d'initiatives pour décloisonner et mettre en réseau les CMC des différentes fonctions publiques? Déjà, à titre personnel, la PFRH a comme initiative de faire un réseau de CMC. Après, je suis pas certain que les labs puissent apporter un éclairage, mais Véronica et Valérie, si vous avez déjà une idée sur la question. Non. Je crois qu'il y a nos collègues de la PFRH Centre Val de Loire qui sont connectés. Ils peuvent
à fait apporter les éléments. Là, c'est plus du ressort de la PFRH. Mais je voulais juste ajouter, je ne réponds pas, Madame Le Sage, à votre question, mais par contre, ce qui était intéressant et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est là sur la quinzaine de l'emploi public. En allant voir les labs aussi, vous voyez bien qu'on a de nouvelles méthodes, de nouveaux modes de réflexion. Et pourquoi pas, si à un moment donné, vous avez envie d'intégrer des équipes de lab, et de vous poser la question sur voilà, quelles sont mes compétences, quels sont mes talents, ça peut être intéressant. Voilà, je vous dis ça, voilà, vous pourriez creuser si vous avez envie d'aller sur un poste et au sein d'une équipe très dynamique. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Juste en complément, juste pour donner un exemple, effectivement, ça ne répond pas directement à la question, mais peut-être que ça pourrait répondre à l'avenir, mais ça je ne sais pas lire dans ce que pourra effectivement être issu d'un travail qui ne fait que commencer à la base. Donc effectivement, ce que dit Jérôme, c'est bien la PFRH, le point d'entrée pour la mise en réseau des conseillers mobilité carrière. Et nous avons commencé en fait un travail donc interinstitutionnel sur le champ des ressources humaines et du management, conjointement conseil départemental de la Gironde et service de la PFRH à ce jour. Et nous avons commencé à identifier en fait les champs d'action de part et d'autre pour déjà se rencontrer, mieux se connaître et voir aussi sur quels enjeux les équipes œuvrent aujourd'hui à apporter justement du changement. Par exemple, je mentionnais tout à l'heure la question des modalités de recrutement. Et il y a des pistes de travail à creuser qui commencent à émerger dans le cadre justement de ces temps d'échange qui ont commencé à se mettre en œuvre sur potentiellement des questions autour de l'attractivité de l'emploi, le changement de la culture managériale par exemple, ou comment mettre l'agent au cœur de son parcours professionnel. Ça, ce sont des pistes de thématiques qui vont être creusées et il sera question, comme Valérie parlait de fabrique tout à l'heure sur la modalité mise en œuvre par le label, et ben la base pourra accompagner et se mettre au service, c'est peut-être même pas accompagner, mais c'est se mettre au service de ces équipes-là pour mettre au service de leur réflexion de l'ingénierie collaborative de manière à faire émerger des nouvelles idées, des solutions et des éléments qui pourraient avoir de l'impact. Merci beaucoup sur ces derniers éléments. Je vous souhaite tous une bonne après-midi. Vous avez vu, je vous ai mis la date de la prochaine conférence à 14h sur la rédaction d'une offre d'emploi attractive avec le lien webinaire. Merci beaucoup Valérie et Véronica de votre participation toutes les deux. Merci pour le label et la base et passez une bonne journée. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.